Dans le cadre de la Première Internationale, Marx, en précisant qu'il est dans la prolongation de ces luttes de classe radicales, et que le seul axe qui doit être l'axe de la pensée radicale, c'est l'automouvement d'émancipation de l'humanité, positionne le fait que l'automouvement d'émancipation de l'humanité, c'est l'abolition de la condition prolétarienne, c'est l'abolition du salariat, c'est l'abolition de l'État. Et quelle sera la grande ligne fracture au sein de la Première Internationale entre les blanquistes, les proudhoniens et Marx? Marx, qui, je le rappelle, n'a pas cessé tout au long de sa vie de dire « Moi, ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste ». Qu'est-ce que le marxisme? Le marxisme est une imposture créée par le spectacle du fétichisme de la marchandise pour, à travers une reprise de Marx, édulcorée et renversée, aboutir au contraire de ce que fait Marx. Il y a autant de rapports entre Marx et le marxisme qu'entre Jésus mettant dehors les marchands du temple et Calvin prenant la théologie de la bourse à Genève. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la marche en avant du capital est une marche digestion, absorption, infiltration, dénaturation, renversement. Chaque fois qu'une pensée radicale émerge, le capital s'en empare pour la retourner, la digérer, la sceptiser et la neutraliser. Le Christ n'a pas fondé une église, le Christ a fondé une ecclésia, une assemblée insurrectionnelle de l'être. Quand il dit « mon royaume n'est pas de ce monde », ça ne veut pas dire « mon royaume est là-haut », ça veut dire « mon royaume est là », mais hors des emprises de la marchandise et du temple de l'argent. L'Église qui s'est mise en marche à la décadence de l'Empire romain, l'Église ecclésiastique institutionnelle, elle reprend bien évidemment une partie du message, mais totalement édulcorée. L'Église qui se constitue à la droite de Constantin, parce que tous les cultes païens sont en décomposition, elle a pour objet la neutralisation des incendies sociaux, l'aseptisation des consciences radicales et la soumission au pouvoir de l'empereur. Il y a donc un abîme radical entre les évangiles, l'incendie social et la critique radicale qui en résulte, et l'Église institutionnelle. Alors si aujourd'hui on attaque l'Église, et qu'on ne bouffe d'ailleurs que du catholique, parce que le catholique est la proie première du vampirisme, de l'impérialisme, de la marchandise. Pourquoi? C'est pas parce que l'Église est dangereuse, c'est parce que le message incendiaire du Christ est si fort que même dans une Église qui l'aseptise, il continue à transparaître et à transpirer. L'ennemi de la marchandise, c'est justement le Christ radical. Et c'est d'ailleurs pour ça que Engels comme Marx ont écrit de nombreux textes sur l'origine du christianisme en montant la portée incendiaire et insurrectionnelle du christianisme primitif. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout au long du Moyen-Âge, contre l'Église, contre les papes, contre la monarchie, contre le fiscalisme étatique, vous aviez constamment des irruptions paysannes qui voulaient le paradis sur terre et le royaume du Christ ici et maintenant, non pas après la mort. J'ai fait circuler un texte récemment, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, il s'appelle La croisade des communeux, la croisade des pastourons. Au moment où Saint-Louis était prisonnier à Mansoura, vous avez une insurrection paysanne, mais absolument folle en France. Picardie, Normandie, plus de 100 000 paysans sont arrivés à Paris avec fourches et faux. Et ils disaient, mais le tombeau du Christ, c'est la matière de notre sacralité à tous. Saint-Louis est prisonnier parce que la noblesse, la féodalité, l'Église, le fiscalisme étatique sont la trahison du message du Christ. Et vous aviez constamment des insurrections paysannes contre le château, contre la bourgeoisie, contre les curés officiels, qui disaient « Nous voulons le paradis sur terre » au sens où le Christ a dit « communauté des biens ». Donc cette idée incendiaire de la communauté des biens, telle qu'on la trouvait dans la communauté organique, elle revient sans arrêt se manifester sur terre dans des formes d'insurrection. Et à partir de la révolution capitaliste de 1789, elle va passer du monde paysan au monde ouvrier. C'est quoi les premiers ouvriers? C'est des paysans chassés de leurs terres. Le flambeau insurrectionnel des communeux du XIIIe, du XIVe, du XVe, on le retrouve dans la Commune de Paris, avec des prolétaires insurgés qui ne veulent pas plus de salariat et un État juste. Ils veulent la communauté humaine radicale contre l'argent. Et c'est là où il y a une césure radicale dans la Première Internationale entre les proudhonistes, les blanquistes et Marx, et elle ne se situe pas où on nous la présente, elle se situe sur le fait que, pour les proudhoniens, la marchandise est améliorable. Le crédit mutuel, le juste équilibre, le fédéralisme des répartitions nouvelles. Proudhon a cette idée que la marchandise peut être améliorée et qu'on peut donc, à partir d'antinomies rééquilibrées,
construire quelque part une économie sociale. Alors que pour Marx, le problème est clair, la marchandise n'est pas amendable, la marchandise est anti-humaine, l'État est anti-humain, et il convient d'abolir radicalement l'argent, la marchandise et l'État. Et c'est pour ça que tout au long du XIXe siècle, vous aurez des luttes entre les radicalistes et les réformistes. Faut-il abolir l'argent? Faut-il détruire l'État? Ou y a-t-il un État possible ou un argent possible qui serait plus humain? Et Marx nous dit, l'argent, l'État, ça ne sera jamais humain, puisque c'est effectivement la sanction de notre dépossession par un système qui, depuis le néolithique, a mis en marche une production aliénatoire mortifère qui nous écrase, qui nous vampirise et qui nous détruit. Donc là, on a quelque chose de décisif. Et on a quelque chose de décisif parce que l'œuvre de Marx est la préfiguration radicale de tous les courants radicaux qui, au moment où le bolchevisme s'emparera des pays de l'Est, en feront la critique la plus radicale. À l'époque où Charles Maurras ne savait même pas qui était Lénine, vous aviez des petits groupes radicaux, avec Pankow, avec Rosa Luxembourg, avec Gustave Lefrançais en France, qui dénonçaient ce que le léninisme allait produire en Russie comme capitalisme d'État effroyable, puis dans ses formes trotskistes, puis dans ses formes maoïstes, etc., etc., etc. Et les pays de l'Est n'ont jamais été que l'apothéose du capitalisme d'État. Bien évidemment, en plus, financé par la haute banque américaine, puisque dans le cadre des repartages géostratégiques, il convenait qu'une fois toutes les révolutions massacrées, Kronstadt 21 et toutes les autres après, on puisse réorganiser et réguler le capital dans un système qui aurait homogénéisé l'ensemble. Donc, la première césure, communauté de l'être, société de l'avoir, elle est décisive. Elle est décisive parce que depuis que nous vivons depuis des siècles dans la société de l'avoir, nous sommes domestiqués religieusement, politiquement et économiquement. Ce qui fait qu'on nous dit, il y a toujours eu de la politique, il y a toujours eu de l'économie, il y a toujours eu de la religion, il y a toujours eu des patrons, il y a toujours eu de la dépossession, il y a toujours eu de l'aliénation. Le grand abrutissement universel de légitimation de notre servitude, il est là, dans l'oubli systématique des communautés de l'être, pour nous faire croire que nous avons toujours connu des sociétés de l'avoir, ce qui est faux. Et la grande insurrection qui est positionnée dans la Première Internationale, elle est là. Il ne s'agit pas de réaménager la société de l'avoir dans une forme quelconque. De l'extrême gauche du capital à l'extrême droite du capital, tous les courants politiques vous proposent, sous une forme ou sous une autre, le réaménagement des conditions d'asservissement au salariat, à la marchandise et à l'État. On vous propose une banque différente, on vous propose une économie différente, mais la permanence invariante de la dépossession aliénatoire, elle est là, et c'est pour ça que Marx disait, tous les raquettes politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, sont complices de notre servitude maintenue. Ce qui est en jeu, c'est l'automouvement d'émancipation de notre qualité humaine, non pas pour améliorer la condition ouvrière, mais pour abolir la condition prolétarienne. L'objet de l'acte d'émancipation n'est pas que nous ayons des meilleurs salaires. L'objet de l'acte d'émancipation est que nous abolissions le salariat. Le salariat qui, en tant que tel, est la servitude la plus impénétrable et la plus insupportable du temps. Marx disait toujours, il y a une différence essentielle entre l'esclave et le salarié, c'est que l'esclave est vendu une fois pour toutes. Le salarié doit se vendre à chaque seconde, dans une génuflexion infinie devant le système des objets et devant les systèmes d'oppression qui l'enchaînent et qui le cadenassent. Le salariat, c'est pire que l'esclavage. C'est le contraire de ce qu'on nous explique. Parce que justement, dans le cheminement de l'indistinction aliénatoire, puisque le vrai est le faux et le vrai est le fait, puisque le vrai est le faux et le faux est le vrai, on nous explique l'intégralité de l'histoire à rebours, comme un panégyrique, comme une ascension vers quelque chose qui est toujours plus positif. Or, dans les relations d'humanité, plus nous avançons dans le temps de la dépossession, plus les relations humaines sont inhumaines.